Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle formation spéciale, nous allons voir ensemble comment procéder lorsque vous avez affaire avec une étude de béton armé, plus précisément d'un bâtiment en béton armé. Bien évidemment sur le logiciel Autodesk Robot Structural Analysis. Donc d'abord l'interface que nous propose les logiciels que vous voyez ici. Ici, on va travailler avec la partie conception des bâtiments. Donc ça c'est spécialement pour une structure qui est spécialement béton armé. Par exemple ici, ça c'est étude d'une coque. Ça c'est si vous avez des structures mixtes notamment. Ou bien vous pouvez également utiliser cette interface même pour les bâtiments béton armés. Ça c'est pour les portiques spatiales, la charpente métallique en 3 dimensions. Ça c'est pour les portiques en plan. Ça c'est les treillis en plan, plutôt treillis spatial. Et ça c'est treillis en plan. Ça c'est l'étude des plaques. D'accord. Là c'est étude volumétrique, conception des éléments béton armé. Il y a plusieurs éléments, notamment l'assemblage et l'étude des sections spécifiques. Donc dans cette partie, puisque nous allons étudier un bâtiment béton armé, donc on va utiliser l'interface qui est appropriée ou bien qui est dédiée au bâtiment béton armé. Donc pour ce faire, je clique tout simplement sur l'interface conception des bâtiments béton armé. Et le logiciel va bien évidemment m'ouvrir mon interface. Donc l'interface ici se présente comme suit. Vous voyez ici on a deux parties, notamment on a la vue, d'accord, on a également la projection ici, d'accord. Donc la première des choses sur tout logiciel, c'est de faire les paramétrages bien évidemment du logiciel. Donc ici par exemple, toujours je vous dis de désactiver les grilles, c'est-à-dire les points. C'est pour éviter les problèmes d'accrochage, d'accord. Donc je viens dans affichage grille et je fais décocher ma grille. Maintenant je peux commencer bien évidemment à paramétrer que ce soit le logiciel, d'accord, le fond, si je vais changer ça en autre couleur comme je veux, et je fais tout simplement OK bien évidemment et ça va changer ici le fond, d'accord. Donc je vais préférer travailler avec le fond Deep Blue sur lequel je suis déjà habitué. Ensuite, au niveau toujours de l'onglet outils, ici nous avons la préférence de la tâche. Donc quand je clique là-dessus, bien évidemment c'est là où nous allons paramétrer les unités, les normes de conception et bien d'autres. Donc ici bien évidemment on a deux types d'unités, soit l'unité métrique ou l'unité américaine, c'est-à-dire anglo-saxonne. Donc par défaut c'est métrique pour cette version, d'accord. Donc je clique pour reconfirmer de nouveau métrique, voilà. Ensuite je clique ici sur le plus et pour les dimensions par exemple de la structure, pour les dimensions de la structure c'est en mètres, les sections en centimètres, par exemple les poutres de 20 x 30, ça c'est en centimètres, d'accord. Pour les caractéristiques de la section également centimètres, pour éventuellement les assemblages c'est métallique donc en millimètres, les sections des armatures en centimètres carrés, ou bien vous pouvez mettre en millimètres carrés, ce qui vous est facile. Bien sûr ça c'est les nombres de chiffres après la virgule, autrement dit c'est les nombres ou bien c'est les chiffres significatifs, d'accord. Par exemple quand je mets ici jusqu'à 4, ça veut dire que quand je tape 10, il va me mettre 10,0000, d'accord. Et quand je mets 2, quand je mets 10 pour les logiciels c'est 10,00, donc c'est le nombre de chiffres après la virgule ici. La même chose également pour les unités de force en kilonewton, je travaille avec ça, les moments ainsi que les contraintes en mégapascal, parce qu'un mégapascal c'est 1 méganewton par mètre carré. C'est également les autres unités, notamment les déplacements, les angles et autres. Donc également les températures, les masses, d'accord. Tout ceci en réalité c'est bon. Donc ici ça c'est par exemple si je vais faire des conversions, d'accord. Par exemple si je veux savoir une tonne ça fait combien de kilonewtons. La même par exemple si je veux savoir 1 kilonewton ou 1 kilonewton par exemple égale à combien de tonnes. Ça c'est bien sûr la conversion précise, d'accord. 1 kilonewton par exemple ça fait 1000 tonnes, d'accord. Donc ici également les matériaux, ça c'est très important. Il faut toujours commencer à paramétrer bien évidemment vos matériaux. Par exemple
quand vous avez des structures en acier, on a déjà réalisé une formation spéciale sur l'acier, la charpente métallique, on a déjà vu ça. Également les aluminiums et les bois, si vous avez des structures dans ce type, c'est à ce niveau-là. Mais pour notre cas ici, c'est les bétons armés, spécialement béton armé. Donc ici, il faut créer un matériau pour le projet. D'accord, par exemple, il y a la liste des matériaux, les béton 20, béton 25, ainsi de suite, bien sûr. Si vous ne voulez pas ces matériaux, vous pouvez en créer. D'accord, vous pouvez personnaliser votre propre matériau. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer sur modifier ici. Ensuite, il faut venir au niveau du matériau béton. À ce niveau, bien évidemment, vous pouvez changer le nom. Vous pouvez donner votre nom, d'accord, le nom du matériau. Par exemple, béton 20 ou bien autre, si vous voulez, ou bien B20. Ensuite, vous donnez les caractéristiques, d'accord, que ce soit les modules de Young, les coefficients de Poisson, les modules d'élasticité transversale, qui est égal au module de Young divisé par 2 facteur de 1 plus ce coefficient de Poisson. Bien évidemment, ça c'est la résistance caractéristique avec l'éprouvette cylindrique. Parce que lorsqu'on fait les essais pour le béton, généralement on utilise deux types d'éprouvettes. L'éprouvette cylindrique et l'éprouvette cubique. D'accord? Souvent, vous allez également voir dans la notation, par exemple, béton, vous allez voir que c'est un béton B25-30 ou bien C25-30. Vous savez, si vous voyez ça, par exemple, C25, je vais le nommer ici, C25-30, d'accord? Ça veut tout simplement dire que vous avez un béton qui fait 25 mégapascales comme résistance caractéristique, d'accord? Avec comme éprouvette d'essai, d'accord, une éprouvette cylindrique. Et ce même béton a une autre résistance de 30 mégapascales, d'accord, avec l'éprouvette cubique, d'accord. Ça c'est par exemple au niveau des laboratoires, on peut faire des tests des deux. Donc le béton qui a une résistance de 25 mégapascales avec le cylindre, ce même béton va avoir une résistance de 30 mégapascales avec une autre éprouvette cubique, d'accord. Vous faites ça, par exemple vous pouvez donner une description ici, par exemple là, c'est béton, je prends ce béton est le type, ce béton est le type utilisé dans notre projet. Voilà. Et bien évidemment, il se peut que dans un grand projet, vous allez voir plusieurs types de béton en fonction des éléments. Par exemple, pour les poteaux, vous allez avoir un béton, un exemple de C30. Pour les poutres, par exemple, un béton de C30 également. Pour les dalles, par exemple, un béton de C20. Pour les semelles, un autre type de béton, ainsi de suite. Donc, il faut en créer et affecter ça dans chaque élément. Si ce sont les poteaux, vous affectez le béton au poteau. Mais pour des petits projets, généralement, il est préférable d'utiliser un même type de béton pour éviter bien évidemment la confusion au niveau de la réalisation. Donc, après avoir paramétré votre béton, par exemple C2530, je fais tout simplement ici, ajouter, et je fais OK. Maintenant, quand je reviens dans ma liste, je peux apercevoir que mon béton a bel et bien été créé. Ensuite, au niveau des catalogues ici, bien évidemment, ça c'est les catalogues utilisés notamment pour les produits, notamment pour la partie acier. Par exemple, la norme OTUA, c'est tout simplement l'Office technique d'utilisation de l'acier. C'est également une norme française. Donc, c'est pour les produits sidérurgiques, autrement dit, nos profilés. Donc, ce qui nous intéresse ici, notamment cette partie, la norme de conception, puisqu'on fait un bâtiment béton armé. Donc, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas de structure en acier ici. Là également, l'assemblage. Là également. Mais pour les bétons armés, ici, vous avez par exemple, ça c'est la norme Eurocode qui est là ici. D'accord? Mais nous, on va travailler bien évidemment avec la norme béton armé aux états limites 91 modifié en 99. Donc, je clique là-dessus. Bien évidemment, les Eurocode, c'est le NF ici que vous voyez. Si vous voulez travailler avec une norme qui n'est pas ici, vous pouvez voir en cliquant sur les 3 points. Vous pouvez voir éventuellement les autres normes proposées par les logiciels, d'accord, que ce soit les normes italiennes, d'accord, belges et autres, d'accord. Donc, je ferme ça. Moi, je vais travailler avec la norme béton armé aux états limites. Pour la norme géotechnique également, vous pouvez travailler avec soit l'Eurocode 7 ou bien les fascicules ou bien également
d'autres normes, mais moi je vais travailler ici avec le document technique unifié 13.12, ce qu'on appelle le DTU 13.12. Donc je clique là-dessus. Ensuite, toujours au niveau de la norme de conception, il faut cliquer sur le plus. Et au niveau des charges maintenant, il faut bien évidemment gérer à ce niveau-là, c'est-à-dire la pondération. Donc, quand vous laissez cette pondération, cette norme de pondération CM66, vous allez voir qu'il va pondérer les charges permanentes, par exemple, avec un coefficient de 1,33. Et par contre, nous, on veut utiliser pour les charges permanentes un coefficient de 1,35. Donc, je prends ici les BAL pour pouvoir avoir ces coefficients. Bien évidemment, si vous voulez voir les coefficients, il faut tout simplement cliquer sur les 3 points ici. Et il peut vous montrer bien évidemment les coefficients ici. Par exemple, pour le BAL, vous voyez c'est 1,35 pour les charges permanentes, que ce soit des poids propres. Bien sûr, en anglais, les charges permanentes, c'est DIT, d'accord? Et les charges d'exploitation, c'est LIV. The wind, ça c'est pour les vents. Snow, ça c'est pour les neiges. La température également, éventuellement les charges sismiques. Donc, bien évidemment, ça sont les coefficients de pondération des éléments. Vous voyez ici, c'est 1,35 avec la norme Bayel. Regardez bien, quand je viens ici, par exemple, quand je prenais les CM66, je clique sur les 3 points. Vous voyez, c'est 1,33. D'accord? Donc, nous, on va travailler avec les 1,35. Bien évidemment, vous pouvez changer, donner un autre nom et enregistrer les projets sous, bien sûr, pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc, je prends ici les Bayel. Les charges neige et vent également, éventuellement, ça c'est si, notamment, vous avez des structures en acier. Mais également, vous pouvez générer des charges de vent sur la structure si vous voulez. Mais puisque les bétons armés, généralement, les bâtiments béton armés, ce sont des structures qui sont assez lourdes. Donc, du coup, les charges de vent ne sont pas très importantes, sauf si on est vraiment en altitude. Donc, ici également, on va essayer de faire une analyse dynamique, plus spécifiquement une analyse sismique. Bien sûr, on va utiliser, il y a plusieurs normes là-dedans, d'accord? Mais nous, on va utiliser la norme marocaine qui est la RPS, ou la RPS 2011, d'accord? Donc, c'est une nouvelle version, bien sûr. C'est le 2000 qui a été révisé, d'accord? Qui est la plus nouvelle version, c'est le RPS 2011. Donc, RPS, c'est le règlement parasismique, d'accord? Je clique là-dessus. Donc, au niveau également de l'analyse sismique ici, d'accord, il faut cocher à ce niveau-là, c'est important, algorithme DSC et relâchement sur les barres, d'accord, parce que lorsque vous allez voir, lorsque si vous ne cochez pas ça et que vous voulez faire une analyse non linéaire, plus spécialement une analyse parasismique, le logiciel va vous dire comme avertissement d'activer bien évidemment cet algorithme. C'est un algorithme qui est utilisé notamment que le logiciel aura besoin pour faire des analyses non linéaires. D'accord? Donc, puisque l'analyse sismique ici, ce n'est pas une analyse qui est linéaire, donc il faut cocher la partie. Sinon, quand vous lancez les calculs, normalement, il va vous montrer un avertissement. Quand vous faites bien sûr l'analyse sismique et que vous relancez les calculs, ça va vous montrer cet avertissement qu'il faut cocher cette chose ici. Donc, ici, au niveau des paramètres de travail, donc ça, c'est pas très important ici, mais au niveau des maillages, d'accord, il faut décocher en fait à ce niveau contrainte cinématique dans le point d'incohérence. Donc, il faut plutôt cocher un maillage EF, d'accord. Il faut cocher ici ajustage itératif du maillage. Parce que quand vous cochez cette option, vous allez voir que souvent le logiciel va transformer une erreur, notamment l'incohérence du maillage, en avertissement. Parce que souvent, il y a des avertissements qu'on peut ignorer, mais quand vous avez une erreur dans la structure, il ne faut en aucun cas l'ignorer. Donc, il faut cocher cette partie. Bien sûr, quand on a des incohérences, on va voir par la suite comment procéder. Donc, pour le maillage également, bien évidemment, la taille du maillage, ça va tout simplement influencer sur des paramètres importants. En l'occurrence, le temps de calcul, mais également la précision recherchée dans les calculs. Donc, par exemple, quand vous prenez un gros maillage, ça veut tout simplement dire que vous avez un temps de calcul qui est très petit, mais par contre, le résultat sera moins précis. Quand le maillage est normal, le temps de calcul également est moyen, d'accord? La qualité également sera également assez bonne. Si c'est également fin, donc le calcul sera très long, mais
les résultats obtenus seront très précis. Vous pouvez bien évidemment faire pour bien comprendre les logiciels, ça c'est une astuce très importante. Si vous voulez savoir l'influence d'un paramètre sur les résultats du logiciel, il faut tout simplement modéliser, par exemple, deux structures identiques avec les mêmes chargements, les mêmes sections, tout est identique. Et il faut appliquer, par exemple, sur l'un un type de maillage et sur l'autre un autre type, et vous allez influencer bien sûr le résultat. Donc, on va prendre ici un maillage normal. À ce niveau-là, bien sûr, on clique sur les 3 points et on va utiliser le type de maillage des données avec un pas, une taille plutôt de l'élément de 50 cm. Donc, les types de maillage Koons, ça c'est pour les géométries régulières, notamment les carrés et les rectangles. Et pour les maillages Delaunay, ça c'est pour les géométries régulières mais aussi complexes, que ce soit les cercles, carrés, rectangles, mais aussi les formes triangulaires et autres. D'accord? Et également, il faut choisir ici taille de l'élément. Parce que quand vous prenez automatique, c'est comme vous allez faire une division carrée du panneau dans toutes les directions. Utilisateur ici, c'est que vous voulez diviser les panneaux suivant X d'un pas et suivant Y d'un autre pas. De préférence, prendre un pas identique pour les deux. Ici, s'assurer que bien sûr l'image irrégulier est coché. Et je fais tout simplement ici OK. Et je fais ici OK pour valider. Maintenant, je vais tout simplement commencer avec la modélisation de ma structure.